Le droit, il ne faut pas en avoir peur, il ne faut pas faire l'autruche. Typiquement, le locataire, il a un intérêt à demander le renouvellement dès l'expiration du bail. Parce que s'il ne fait rien, en se disant « j'ai peur, j'ai pas envie d'appeler l'avocat, le bailleur, etc. », eh ben, il va se retrouver piégé et c'est le coup classique. Le bailleur, lui, il a un intérêt à laisser le bail se poursuivre pour dépasser ses 12 ans. La question du bail commercial, c'est une question juridique et il ne faut pas la laisser de côté. Parce qu'il faut bien voir que le restaurant, c'est une entreprise et un beau jour, le restaurateur, il a vocation peut-être à céder cette entreprise pour percevoir les fruits de son travail, parce qu'il prend sa retraite, par exemple, parce qu'il décide de vendre à un confrère son établissement. Et là, le bail commercial s'avère vraiment comme un actif essentiel du fonds de commerce. C'est un élément de valorisation, autant que le chiffre d'affaires, la preuve du développement du concept, etc. Si le bail commercial est mal rédigé, s'il est mal pensé, s'il est déséquilibré dans ses clauses, eh bien, ça va être compliqué de trouver un repreneur. Par exemple, s'il y a une clause qui implique un déplafonnement du loyer, ça veut dire qu'il y a une insécurité juridique pour le restaurateur. Et donc c'est très important lorsqu'on souscrit un bail commercial de se dire qu'en réalité on travaille pour le futur, parce que ce n'est pas simplement les mois suivants dans lesquels je vais exploiter le restaurant, c'est aussi quand je vais le revendre, il faut que mon bail soit bien rédigé, bien articulé, qu'il n'y ait pas de piège, notamment sur le montant du loyer et sur la question des charges, parce que ça va vous permettre de valoriser et de vendre le restaurant à un meilleur prix. Les pièges et le point sur lequel il faut faire attention quand on souscrit un bail commercial, c'est ce qu'on appelle la destination du bail. C'est la question de l'activité autorisée. C'est très important pour le restaurateur de se demander si l'activité qu'il a en tête, le concept qu'il veut exploiter, est en adéquation avec ce qu'autorise le bail commercial. Par exemple, est-ce qu'on fait de la cuisine, de la restauration traditionnelle avec de la fumée, des mauvaises odeurs? Ça implique par exemple une extraction. Ou est-ce qu'au contraire, on va faire de la cuisine froide sur laquelle l'extraction n'est pas nécessaire? C'est typiquement le point sur lequel à chaque fois qu'on reçoit un bail commercial et qu'on est amené à le relire, on s'aperçoit qu'il y a des erreurs dans le fait que la destination qui est proposée par le bailleur originellement, elle n'est pas en adéquation avec le projet du restaurateur. Pas parce que votre bail prévoit la restauration que vous allez avoir votre extraction demain. Pourquoi? Parce que peut-être que le bailleur s'est trompé. Peut-être qu'il a dit OK pour de la restauration, sauf qu'il n'a même pas vérifié si le règlement de la copropriété autorisait l'extraction. Moi, je dis toujours, une extraction, il faut se demander deux choses. Si elle est matériellement possible, est-ce que j'ai un conduit de cheminée, est-ce que j'ai une gaine, etc., est-ce que je peux l'installer? Et est-ce qu'elle est juridiquement possible? Est-ce qu'elle n'est pas interdite par le règlement de la copropriété, par exemple? Récemment encore, il y a une jurisprudence qui a été rendue qui indique que la copropriété peut agir pour demander la résiliation d'un bail commercial si le bail prévoit une activité qui en fait n'est juridiquement pas possible ou qu'elle crée des nuisances. Donc vous voyez, avoir un bail mal pensé au départ, c'est être assis sur un siège éjectable et c'est faire des frais voués probablement être jetés par la fenêtre. L'autre point sur lequel on appelle l'attention de nos clients systématiquement, c'est la question de la durée du bail commercial. Ça, c'est la question piège par excellence. Le bail commercial, généralement, les gens savent à peu près que c'est un bail de 9 ans. On se dit c'est le fameux bail 3-6-9. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut moduler cette durée. On peut par exemple la moduler à la hausse. Un bailleur peut vous dire, écoute, je te propose de faire un bail de 10 ans, de 12 ans, 15 ans éventuellement. On n'a pas de limite en réalité. Dès lors qu'on est au-delà de 9 ans, il n'y a pas de limite. Mais alors attention, ça c'est le piège typique sur lequel il faut faire attention. Parce que quand on est locataire, on se dit, il est sympa le bailleur, il me propose un bail d'une durée supérieure à 9 ans, je suis encore plus tranquille sur le temps, je peux rester là pendant des années, des années. Très bien. Sauf qu'une durée supérieure à 9 ans, dans le code de commerce, ça a une conséquence directe. Ça veut dire que le loyer, au moment du renouvellement, il sera automatiquement déplafonné. C'est typiquement le cadeau empoisonné. À chaque fois que je vois passer un bail commercial où le bailleur a mis durée de 10 ans ou 12 ans, dit au locataire, ça commence bien la relation, là c'est le piège d'entrée de jeu. Autre point sur la durée du bail, c'est le bail d'une durée inférieure à 9 ans. Car oui, c'est possible. On peut faire un bail commercial d'une durée inférieure à 9 ans. C'est ce qu'on appelle un bail dérogatoire. On parle parfois de convention d'occupation précaire. Donc ça veut dire généralement qu'on va avoir un bail d'une durée inférieure à 3 ans. Ça peut être tentant quand on n'est pas encore sûr de son concept, on se dit j'ai pas envie de m'engager sur du long terme, je préfère avoir un bail court. Oui, mais alors il faut avoir en tête que quand on a un bail dérogatoire, le code de commerce nous dit que dans ces cas-là, il n'y a pas d'indemnité d'éviction. Ça veut dire que le bailleur peut nous dire ciao, bye bye, et puis il ne vous paye rien. Et alors ça, il faut l'avoir en tête parce que vaut mieux éviter de faire un bail dérogatoire si vous avez des travaux importants à faire qui supposent un amortissement sur plusieurs années, du moins sur une durée supérieure à 3 ans. Parce que là, ça impliquerait que vous n'ayez pas le temps d'amortir vos travaux et que vous partiez sans être indemnisé. Il y a un dernier point sur lequel j'appelle l'attention systématiquement des restaurateurs et de manière générale des locataires qui ont un bail commercial, c'est, vous savez, ce bail qui continue
après son expiration. Alors je m'explique. Le bail, on va dire classiquement, c'est du 9 ans. Bon. Mais il faut se poser la question, qu'est-ce qui se passe après 9 ans si ni le bailleur, ni le locataire ne demandent le renouvellement du bail ou sa résiliation? Ils ne font rien. Qu'est-ce qui se passe? Le bail, en fait, il continue. Et le code de commerce nous dit qu'il continue pour une durée indéfinie. Donc c'est-à-dire que le bail continue, mais qu'en réalité, les deux parties, locataires comme bailleurs, peuvent y mettre fin à tout moment en respectant un préavis de 6 mois. Bon, jusque-là, les règles sont à peu près claires. Mais il y a un piège auquel le locataire doit faire très très attention. C'est dès lors que le bail se poursuit tacitement, au-delà de 12 ans. Vous voyez, le scénario, c'est je suis arrivé à mes 9 ans, le bailleur ne m'a rien dit, je me dis je reste tranquillement dans mes locaux, ok, je ne bouge pas, je continue à payer mon loyer, je fais le mort. Bon. Sauf qu'au-delà de 12 ans, le bailleur va revenir vers le locataire la plupart du temps et lui dire eh bien, bonjour cher locataire, on s'entend bien, hein, ça fait 12 ans que ça dure, on ne s'était pas parlé du renouvellement il y a 3 ans, mais je propose qu'on en parle aujourd'hui. Et ça tombe bien, le bail maintenant, il a dépassé la durée de 12 ans, eh bien il est déplafonné. Et donc le loyer va augmenter drastiquement. Encore une fois, je dis toujours, le droit, il ne faut pas en avoir peur, il ne faut pas faire l'autruche. Typiquement, le locataire, il a un intérêt à demander le renouvellement dès l'expiration du bail. Parce que s'il ne fait rien, en se disant « j'ai peur, j'ai pas envie d'appeler l'avocat, le bailleur, etc. », eh bien il va se retrouver piégé et c'est le coup classique. Le bailleur, lui, il a un intérêt à laisser le bail se poursuivre pour dépasser ses 12 ans. Je m'appelle Baptiste Roblin, je suis avocat au barreau de Paris et je suis spécialisé en droit de la restauration. Avec mes 3 associés, Laurent, Bruno et Christelle, on a fondé le cabinet Novelo Avocats. On est aujourd'hui présent à Paris, mais également à Lyon. La maîtrise d'abord du droit immobilier. Quand on s'intéresse à la restauration, c'est d'abord les cessions de fonds de commerce et le droit des baux commerciaux, parce que c'est l'assise structurelle et juridique du fonds de commerce. Mais ça implique également de connaître tout l'environnement réglementaire de la restauration. Par exemple, le permis d'exploitation, les questions relatives aux licences 3, aux licences 4, aux licences restaurants. On fait un bail, mais on sait déjà quelles sont les autorisations qu'on va demander pour exploiter une licence, par exemple. On sait déjà qu'il va falloir penser à la question de l'extraction, par exemple. Et on sait déjà qu'à terme, ce que veut le restaurateur, c'est pouvoir céder son fonds de commerce et donc le valoriser. Voilà, c'est tous ces points, c'est cette lecture globale qui fait pour moi un spécialiste du droit de la restauration et de l'hôtellerie. Quand on a une dark kitchen, forcément, le lieu physique est moins important, d'accord? Qu'on soit dans telle rue ou telle rue, ça compte un petit peu moins. Donc on ne va pas aller chercher forcément la pérennité du bail commercial. Ce qu'on va aller rechercher, au contraire, c'est la flexibilité. Aujourd'hui, il y a un contrat qui nous paraît très intéressant pour les dark kitchen, c'est le contrat de prestation de service. C'est-à-dire que c'est un contrat par lequel celui qu'on appelait avant le bailleur, mais là qu'on va appeler le prestataire de service, il va mettre à disposition du restaurateur pas simplement un local, mais tout un équipement, toute une gamme de services. Par exemple, une cuisine professionnelle équipée. Et on voit ce phénomène se développer de plus en plus et je pense que c'est typiquement le contrat utile pour l'avenir pour ces restaurants virtuels qui ne vont pas aller chercher la pérennité de l'emplacement mais au contraire la flexibilité. Et dans ces cas-là, c'est d'autres conseils qu'il faut donner. Il faut faire très attention par exemple aux questions liées au préavis. Parce que si je vais sur un contrat de prestation de service, c'est pouvoir partir facilement et j'ai besoin de connaître quelles sont les conséquences de mon départ qui doit encore une fois être facilité mais en même temps équilibré dans la relation entre le prestataire de service et celui qui utilise les locaux. L'idée, c'est quoi? C'est que dans l'ancien monde, avec les restaurants traditionnels, alors je dis l'ancien monde, mais en réalité, c'est le monde qui continuera à exister. Les restaurants traditionnels cohabiteront toujours avec les restaurants virtuels. Mais quand on s'intéresse à la restauration traditionnelle, l'emplacement, il est protégé aujourd'hui par le bail commercial, avec toutes les règles protectrices qu'on connaît. Et ces règles, elles font en sorte que le bailleur ne peut pas demander au locataire de partir du jour au lendemain. Ou alors, il doit l'indemniser. La problématique, c'est que ces restaurants virtuels, ils n'existent qu'à travers ces plateformes de référencement et qu'à travers une position stratégique dans l'algorithme. L'idée, c'est d'être bien situé dans l'algorithme. Et aujourd'hui, dans l'état du droit, il n'y a rien qui protège ces fonds de commerce virtuels parce qu'il n'y a aucune règle qui protège le restaurateur contre un risque de déréférencement de ces algorithmes. Et nous, en tant qu'avocats spécialisés en restauration, on porte un certain nombre d'idées fortes et on appelle l'attention des syndicats de restauration sur ce point. Il faut absolument que le gouvernement passe un certain nombre de règles, soit par le biais de décrets ou de lois,
pour faire en sorte que ces contrats de référencement, finalement, suivent un petit peu la même logique que celle du bail commercial. Par exemple, en prévoyant un principe de renouvellement. C'est-à-dire que le contrat qu'on a avec une plateforme, il soit renouvelé dans le temps. Que si la plateforme ne veuille pas renouveler le contrat du restaurateur, eh bien qu'elle soit obligée de l'indemniser pour la perte de son fonds de commerce. Et le dernier point de rapprochement qu'on fait entre le bail commercial et le contrat de référencement, c'est sur la question des redevances de ces plateformes. Dans le bail commercial, ce qui est important pour le locataire, c'est que le loyer est plafonné. Je souscris un emplacement avec un montant de charge fixe et je sais quel est ce montant, c'est le loyer que je vais payer tous les mois. Et l'idée, c'est que le bailleur ne peut pas modifier le loyer du jour au lendemain, le doubler, le tripler. Aujourd'hui, il n'y a rien qui protège les restaurateurs qui sont référencés sur ces algorithmes type Uber Eats, Deliveroo. Et nous, on propose un système dans lequel ces montants de redevance seraient également plafonnés, comme dans un bail commercial. On pourrait tout à fait imaginer un contrat et un dispositif législatif qui viendrait contraindre les plateformes à contractualiser le positionnement dans l'algorithme. Si bien que le restaurateur, il serait couvert, il serait garanti qu'il paye une redevance en contrepartie d'une position prédéfinie. Ça paraît technologiquement possible, puisque l'algorithme, encore une fois, il est maîtrisé par les plateformes, mais juridiquement également. Je fais souvent, encore une fois, le parallèle avec le bail commercial. Quand, en 1953, le législateur a posé un principe et des règles, en disant, pour le bail commercial, eh bien, les bailleurs ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, ils ne peuvent pas sortir, expulser le locataire n'importe comment, ils ne peuvent pas augmenter le loyer n'importe comment, etc. Et évidemment, les bailleurs, en 1953, ils n'étaient pas contents. Parce qu'ils ont dit, c'est mon droit de propriété, c'est mon local, et je fais encore ce que je veux chez moi, etc., etc. Et pour autant, on a légiféré, on a posé un cadre au-delà du contrat, qui est supracontractuel et qui s'impose aux parties, notamment aux bailleurs, qui fait en sorte que le bailleur ne fait pas ce qu'il souhaite, ce qu'il veut. Eh bien, aujourd'hui, on pourrait faire exactement la même chose avec les plateformes de référencement. On pourrait tout à fait passer un dispositif législatif qui viendrait dire, écoutez, la position dans l'algorithme, elle est contractualisée et on ne peut pas la bouger unilatéralement. Vous, plateforme, vous ne pouvez pas changer cette position parce que le contrat doit être respecté sur cette position stratégique et fondamentale. Et aujourd'hui, vous savez, des plateformes de référencement, grosso modo, il y en a entre 3 et 4, des plateformes importantes. Donc, excusez-moi, mais moi, je pense que c'est assez simple de réunir 4 acteurs majeurs dans une pièce et de leur dire, écoutez, on va maintenant fonctionner avec des règles. C'est peut-être plus facile de le faire aujourd'hui avec 4 acteurs que ça l'était en 1953 avec tous les propriétaires fonciers. Il faut bien comprendre que moi, je ne stigmatise pas quand je dis ça les plateformes. Les plateformes, elles investissent beaucoup d'argent, elles ont développé des technologies qui sont très utiles et en plus, avec la crise sanitaire, elles permettent à plein de restaurateurs de continuer à fonctionner. C'est aussi les protéger contre elles-mêmes quand on pose des règles. C'est les protéger contre un risque de positionnement de position dominante et une tentation qu'elles peuvent avoir aujourd'hui de faire un petit peu ce qu'elles veulent et du coup d'avoir des procès derrière de restaurateurs qui vont dire « mais moi j'ai été évincé du jour au lendemain alors que j'avais investi beaucoup d'argent pour ouvrir ce restaurant virtuel ». Alors que s'il y a des règles, des cadres, eh bien les plateformes seront obligées de suivre ces règles et elles se retrouveront finalement protégées contre des risques de procès, contre des risques d'abus qui sont toujours tentants quand on a une position dominante en réalité. Je ne crois pas du tout on me dit souvent, oui, vous proposez des règles pour encadrer ces plateformes. C'est un combat difficile, elles ont beaucoup d'argent, elles sont puissantes. Mais je ne crois pas du tout à ce raisonnement. Il faut bien voir que quand on dit poser des règles, en réalité, c'est protéger une part très, très importante de l'économie du pays. La restauration, ça représente des milliards d'euros pour notre économie. Aujourd'hui, poser ces règles-là, c'est protéger des centaines et des centaines de chefs d'entreprise qui investissent de l'argent dans des concepts de restaurants virtuels et poser ces règles face à 4 acteurs majeurs en face qui, justement, gèrent un petit peu ces questions de référencement. Quand on regarde les intérêts en présence, je pense que ces centaines de restaurateurs qui représentent des milliards d'euros pour l'économie et pour l'économie nationale, parce que ce sont des gens qui font de l'économie locale, la restauration, eh bien, je pense très sincèrement que la puissance, elle est du côté des restaurateurs. Alors encore faut-il être bien organisé, il faut avoir des syndicats qui savent porter cette parole, mais je pense que les plateformes, elles sont 4 face à des centaines de personnes qui représentent également des milliards d'euros. Donc je ne vois absolument pas pourquoi les restaurateurs seraient considérés aujourd'hui comme la partie faible sur cette question-là. Je ne crois pas. Il me semble simplement qu'aujourd'hui, les syndicats de la restauration, qui font du lobbying auprès du gouvernement pour aider la profession, doivent appeler l'attention du législateur sur cette problématique. Dire attention, on voit ce phénomène des dark kitchens se multiplier, mais c'est autant d'entrepreneurs aujourd'hui, de gens qui investissent dans l'économie du pays et qui ne sont pas protégés, qui ont une entreprise qui est en réalité tributaire de ces plateformes. Donc attention, il faut poser
des règles pour pouvoir protéger ces investisseurs, ces entrepreneurs. Et encore une fois, ça représente beaucoup d'argent et donc faire du lobbying quand ça représente beaucoup d'argent, en général, on a des chances d'être entendu et je doute que le législateur ne soit pas attentif à cette question. À mon avis, une des raisons pour lesquelles aujourd'hui c'est encore un tout petit peu compliqué pour les restaurateurs de se mettre en ordre de bataille sur cette question-là, c'est peut-être parce qu'il y a dans le milieu de la restauration, j'allais dire, un petit peu la querelle des anciens et des modernes, comme on l'a vu parfois en littérature, cette idée que les anciens disent « attention, les dark kitchens, c'est pas une idée de la restauration qu'on a envie de véhiculer, on est un petit peu contre ces concepts ». Et là, c'est ce qu'on voit dans les syndicats de restauration, il y a en fait deux courants un petit peu, et c'est peut-être pour ça que, pour le moment, on n'a pas de parole claire pour protéger ce fonds de commerce virtuel. Mais dès lors que sera devenu dominant le courant qui consiste à dire « il faut protéger ce pan de la restauration virtuelle », qui n'a pas vocation à concurrencer la restauration traditionnelle, mais à cohabiter à ses côtés en proposant un autre système, une autre cuisine, eh ben, les syndicats seront en position pour pouvoir dire aux législateurs « attention, il faut nous protéger sur ce point, il y a quelques règles simples à mettre en place pour faire en sorte qu'on ne soit pas dominé par les plateformes ». Pour les restaurateurs qui s'apprêtent à signer un bail commercial ou à acheter un fonds de commerce, vous pouvez retrouver nos 7 conseils clés avant de signer un bail commercial en cliquant sur le lien en bas de l'écran. Et pour le reste, pour toute question supplémentaire, vous pouvez contacter notre cabinet spécialisé en restauration et on se fera un plaisir de répondre à vos questions.